Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un item de gynécologie sur la grossesse extra-utérine. Donc on va commencer directement par la définition de la GEU, donc grossesse extra-utérine. Elle est également appelée grossesse ectopique, c'est en fait la nidation de l'œuf en dehors de l'utérus, tout simplement. La plus fréquemment, c'est la grossesse tubaire-ampulaire. Elle peut être également tubaire isthmique, donc ça représente 20% des cas, pavillonnaire, 5%, ou extra-utérine non tubaire, mais ça c'est plus rare. Donc en fait, tubaire ampulaire, ça veut dire au niveau de la trompe de Fallope, au niveau de l'ampoule, c'est le début, on va dire, de la trompe. Isthmique, c'est vers l'abouchement entre la trompe et l'utérus, donc ça c'est 20% des cas. Pavillonnaire, c'est au niveau du pavillon, donc c'est vraiment le réceptacle de l'ovaire en fait, donc là c'est l'espace le plus large en fait de la trompe de Fallope. Et extra-utérine non tubaire, ça veut dire ça peut être au niveau de l'ovaire, ça peut être au niveau du col, ça peut être au niveau du péritoine, enfin il y a plein d'endroits où peut s'implanter l'œuf finalement. Alors il faut faire attention aux grossesses hétérotopiques. En fait c'est la coexistence de deux grossesses simultanées, une grossesse intra-utérine classique et une GEU. Et ça, le principal facteur de risque de ces grossesses hétérotopiques, c'est la procréation médicalement assistée. Voilà. Alors, l'évolution naturelle de la GEU. En l'absence de traitement, après une distension tubaire excessive, il peut survenir une rupture tubaire avec un hémopéritoine, puis un choc hémorragique et exceptionnellement un décès. Mais ça peut survenir. Donc c'est quand même quelque chose de grave, hein. C'est la GEU en incidence, c'est en augmentation en fait dans tous les pays développés, 2% en France. Donc il y a des facteurs de risque, c'est tous ceux qui vont altérer la motilité tubaire. Ça va être les infections génitales hautes, le tabac avec une relation effet-dose, c'est-à-dire plus on consomme, plus il y a d'effets. Les antécédents de chirurgie tubaire ou abdominopelvienne, en dehors des appendicectomies et des aspirations endo-utérines qui sont non compliquées. Ça, c'est les trucs plus classiques. Ça va être aussi les antécédents de GEU, c'est un facteur de risque d'en refaire, du coup. Ça va être les altérations de la paroi tubaire, dans le cas d'endométriose, de tuberculose, de bilharziose, de malformations utérines ou tubaires, donc de la trompe de Fallope. Ça va être un âge maternel élevé, donc plus de 35 ans, on commence à avoir des risques majorés. Ça va être les contraceptions microprogestatives et les dispositifs intra-utérins, les stérilés. Et ça va être aussi l'assistance médicale à la procréation, donc la fécondation in vitro en particulier. Voilà pour les facteurs de risque de ces GEU. Alors maintenant, on va voir un petit peu le diagnostic clinique de la GEU et le diagnostic différentiel principal en cas de douleur pelvienne et ou de métrorragie. Donc là, ça correspond à toute femme en âge de procréer jusqu'à preuve du contraire. Déjà, ça, c'est la maxime, entre guillemets, qu'il va falloir retenir. À l'interrogatoire, on va rechercher les facteurs de risque qu'on vient de voir juste avant. On va rechercher un retard de règles, bien sûr, donc la date des dernières règles. On va rechercher aussi des règles inhabituelles. Et on va rechercher les signes fonctionnels ensuite. Donc là, ça va être premièrement les douleurs pelviennes, qu'elles soient latéralisées ou non. Ça va être l'hémétrorragie, donc c'est des règles foncées et peu abondantes, classiquement sépia, entre guillemets. Voilà, ça va être les signes sympathiques de grossesse. Quand je dis sympathique, c'est orthosympathique. Des nausées, des vomissements, des tensions mammaires, parce que ça n'a rien de sympa. Ça va être des douleurs scapulaires, avec des vertiges, des malaises, des agitations, de l'angoisse, etc. Ça peut être asymptomatique, même si c'est plutôt rare. Généralement, on va avoir les symptômes qu'on vient de dire précédemment. L'examen physique ensuite. Alors on a fait l'anamnèse, on va passer à l'examen physique. Donc on va relever les constantes, l'état hémodynamique un peu de la patiente. On va rechercher donc des signes de choc hémorragique, des saignements. Le premier signe de ça va être une tachycardie sinusale, donc régulier mais rapide. On va faire une palpation abdominale ensuite. Donc là, on va pouvoir objectiver une douleur, une sensibilité latéralisée généralement,
avec une défense ou contracture, selon le stade dans lequel on se trouve, en termes de gravité et d'évolution. Ensuite, si on est un peu spécifique, si on est un peu spécialisé en gynéco, on a un spéculum. On va faire un examen donc intravaginal. Et donc, on va pouvoir voir l'origine endo-utérine des métrorragies. Voir si c'est effectivement, si ça sort de l'utérus, en voyant s'il y a une hémorragie au niveau du col. Et ensuite, toucher vaginal. Donc, on va pouvoir observer un utérus qui serait trop petit pour le terme. Si la patiente est enceinte depuis 3 mois, on est censé avoir un bon volume déjà d'utérus. Donc là, s'il est trop petit, c'est que c'est pas spécialement dedans, quoi. On peut palper une masse annexielle, donc autour de l'utérus, une masse pelvienne. Et on peut avoir une douleur vive à la palpation du cul-de-sac vaginal postérieur, qui est le Douglas. Voilà. Qui signerait du coup une irritation du péritoine dans cette partie-là. Alors, les diagnostics différentiels. Si les bêta-HCG sont positifs, donc ça sera la grossesse intra-utérine pour le coup. Voilà. Ça peut aussi être par contre une fausse couche spontanée. Ou, troisième diagnostic différentiel en cas de bêta-HCG positif, un mole idatiforme. Voilà pour les 3. Si les bêta-HCG sont négatifs, donc là on aura un peu plus de diagnostic différentiel, ça va être un kyste hémorragique du corps jaune, ça peut être un saignement génital qui ne serait pas d'origine endo-utérine, ça peut être une infection génitale haute, une torsion d'annexe, ou ensuite ça peut être une cause non gynécologique, donc ça peut être urologique dans le cas de la colique néphrétique, de l'infection urinaire, voilà. Et ça peut être aussi une origine digestive, notamment l'appendicite, qui peut créer aussi ces genres de symptômes un peu évocateurs. Alors, il va y avoir des signes cliniques qui vont nécessiter une prise en charge en urgence lorsqu'on va les retrouver. On va voir lesquels sont-ils. Donc là, il faut savoir que la présence d'un seul de ces critères de gravité définit l'urgence chirurgicale. Donc c'est des choses vraiment à ne pas passer à côté. Ça va être l'instabilité hémodynamique, l'état de choc hémorragique, la perte de connaissance, le malaise. Tout ça, c'est des critères de gravité qui définissent l'urgence. Ça va être aussi à la palpation une défense ou une contracture abdominale. Là, on est dans les stades un peu graves de l'évolution de la maladie, même si c'est pas vraiment une maladie, mais voilà, c'est les stades un peu avancés, quoi. Et à l'échographie, la présence d'un hémopéritoine, c'est-à-dire du sang dans le péritoine, va aussi signer l'urgence chirurgicale le plus souvent. Alors, on va voir maintenant les examens complémentaires qui sont à demander devant une suspicion de grossesse extra-utérine. Donc, en imagerie, l'examen de choix, c'est l'échographie pelvienne. Donc, en fait, c'est le prolongement de l'examen clinique, et ça devrait être systématique en tout cas. Et il se fait par voie suspubienne, d'abord, à la recherche d'un épanchement de l'espace de Morrison, c'est l'espace interhépatorénal entre le foie et le rein, qui va permettre d'identifier de l'hémopéritoine, voilà, du sang dans le péritoine, dans l'espace de Morrison. Et en voie suspubienne, on peut aussi identifier une grossesse extra-utérine, qu'elle soit tubaire ou non tubaire. Ensuite, on va passer en échographie en voie endovaginale, donc à l'intérieur du vagin. On va pouvoir avoir des signes indirects, donc une vacuité utérine, notamment, qui est très évocatrice, bien sûr. On va avoir un endomètre épaissi, un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas ou dans l'espace de Morrison. Et les signes directs de cette grossesse extra-utérine, ça va être une masse latéro-utérine, voilà, de voir la masse directement à l'extérieur de l'utérus, et un sac gestationnel extra-utérin avec une vésicule vitelline et un embryon, avec plus ou moins une activité cardiaque selon la viabilité déjà de l'embryon et son état d'avancée, on va dire, dans l'embryogénèse. Alors, en cas de signe de gravité clinique ou échographique, on va pouvoir faire un HémoQ. HémoQ, c'est une identification rapide de l'hémoglobine pour voir un petit peu l'état
hémorragique ou en tout cas d'anémie, quoi. On va faire une BU à la recherche de bêta-HCG, ça c'est systématique aux urgences. On va faire ensuite un bilan sanguin avec une NFS, des plaquettes, un bilan un peu... comment on dit de coagulation, voilà, avec les TP, TCA, fibrinogène plasmatique, le groupe sanguin ABO, Rhésus et les RAI, donc recherche d'agglutinine irrégulière, au cas où il faudrait transfuser la maman. On va faire aussi sur le bilan sanguin des bêta-HCG plasmatiques, qualitatifs et quantitatifs. Et si on envisage un traitement par méthotrexate, on va faire un bilan pré-méthotrexate. Donc là, il va falloir faire un bilan hépatique, azatalate, gamma-GT, bili, urée, créate. Voilà, ça c'est le bilan pré-méthotrexate. Alors, on va voir maintenant l'évolution du dosage sanguin de la bêta-HCG et le diagnostic de GEU. Donc généralement, il y a un seuil de 1500 qui est généralement utilisé pour déterminer la visibilité d'une grossesse intra-utérine en échographie pelvienne par voie vaginale. Donc, si les bêta-HCG sont supérieurs à 1500 UI par litre, ça c'est l'unité, avec une vacuité utérine à l'échographie endovaginale, le diagnostic de GEU est très probable. Donc, pour reformuler différemment, à partir de bêta-HCG au-delà de 1500, on voit la grossesse dans l'utérus, généralement avec la sonde d'échographie par voie vaginale. Donc si les bêta-HCG sont supérieurs à 1500 et qu'on ne voit rien dans l'utérus, c'est que c'est probablement extra-utérin. Donc une femme, on va dire qu'elle a une grossesse de localisation indéterminée, une GLI du coup, grossesse de localisation indéterminée, si la grossesse n'est visualisée ni en intra-utérin ni en extra-utérin. Si la grossesse est de localisation indéterminée et qu'il n'existe pas de signe de gravité, il faudra répéter le dosage plasmatique des bêta-HCG et aussi l'échographie pelvienne par voie vaginale 48 heures après. Dans une grossesse intra-utérine qui évolue normalement, le taux de bêta-HCG il va doubler toutes les 48 heures. Dans une fausse couche spontanée, le taux de bêta-HCG diminue. Et dans une grossesse extra-utérine, le taux de bêta-HCG stagne ou s'élève, mais de manière insuffisante, donc il ne va pas doubler. Voilà, donc ça c'est aussi un bon indicateur de la localisation de la grossesse. Voilà, 48 heures après, on répète. Si ça a doublé, c'est que c'est intra-utérin. Si ça diminue, fausse couche spontanée. Si ça stagne ou que ça augmente mais pas assez, eh bien c'est plutôt en faveur d'une grossesse extra-utérine. Et en plus, l'échographie va nous indiquer, 48 heures après, on va pouvoir essayer de réidentifier la localisation. Alors maintenant, on va voir le bilan biologique préopératoire en cas de diagnostic de GEU. Donc là, le bilan préopératoire, c'est un bilan de gravité déjà, avec l'ANFS et les plaquettes, le TPTCA et le fibrinogène plasmatique. Donc ça, c'est le bilan de coagulation. Et le bilan pré-transfusionnel, on va le faire aussi, en cas de bilan pré-op, avec le groupe Rhésus et les RAI. Voilà. Donc, le traitement maintenant. On va voir un petit peu le principe du traitement chirurgical en cas de diagnostic positif de GEU. Donc le traitement chirurgical, il est indiqué si premièrement on a une hémodynamique instable, donc un état de choc hémorragique, des constantes hémodynamiques qui ne sont pas stables tout simplement, des hypotensions, tachycardie, des choses comme ça. En cas de douleur abdominale importante, c'est aussi indiqué. En cas de bêta-HCG plasmatique supérieur à 10 000 unités, en cas d'hématosalpinx supérieur à 4 cm à l'échographie, donc du sang dans la trompe de Fallope, en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, c'est-à-dire qu'il y a une contre-indication au traitement par méthotrexate, et en cas d'impossibilité d'un suivi ambulatoire. Là, ce sera le traitement chirurgical qui sera indiqué. Auquel cas, si les conditions sont réunies,
On va faire un conditionnement préopératoire, c'est-à-dire poser des voies veineuses périphériques, faire une analgésie, un remplissage vasculaire en cas d'hémopéritoine et plus ou moins une transfusion de culoglobulaire si jamais l'anémie est importante. Les principes du traitement chirurgical, ça va être soit une célioscopie sous anesthésie générale, ça c'est la voie d'abord chirurgicale de référence. Sinon, en cas d'instabilité hémodynamique, on va pouvoir faire une laparotomie d'emblée, qui est plus rapide. Le premier objectif du traitement chirurgical, déjà, c'est l'exploration. Donc, on va pouvoir confirmer le diagnostic, préciser la localisation, rechercher des facteurs favorisants, donc des adhérences, des séquelles d'infections génitales hautes, etc. Et on va pouvoir évaluer l'état tubaire contralatéral également. Deuxième objectif de cette chirurgie, ça va être le traitement, tout simplement. Donc, on peut faire un traitement conservateur. Donc là, on fera une salpingotomie, c'est-à-dire qu'on va aspirer le contenu tubaire après l'incision de la trompe. Tomie, donc c'est le suffixe tomie, c'est incision. Et on va faire une surveillance post-opératoire avec une décroissance des bêta-HCG jusqu'à leur négativation. Ça, c'est en cas de traitement conservateur. En cas de traitement non conservateur, ce ne sera pas une salpingotomie, mais une salpingectomie. Ectomie, ça veut dire qu'on supprime, qu'on retire. Donc là, ça se fait en cas de saignement important ou d'état tubaire trop altéré pour pouvoir faire juste une salpingotomie. On va faire une coagulation, enfin le chirurgien en tout cas, va faire une coagulation et une section progressive du mésosalpinx, donc la partie intermédiaire de la trompe. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'indication, une surveillance de la décroissance des bêta-HCG. Et enfin, les prélèvements, va partir en anatomopathologie systématiquement. Donc soit pour le produit d'aspiration de la trompe, soit de la pièce de salpingectomie, si on a retiré une partie. Voilà. Donc, avant la prise en charge chirurgicale, il y aura des informations à délivrer à la patiente. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Déjà, on va lui dérouler la chirurgie, l'explication du déroulement de la chirurgie, les modalités opératoires. On va leur parler des risques spécifiques, déjà de risque d'échec du traitement conservateur en cas de salpingotomie qui peut nécessiter une réintervention. Et on va lui parler aussi des risques spécifiques de la salpingectomie si l'état tubaire est trop altéré ou si la salpingotomie est non réalisable. On va aussi leur dire qu'il y a une fertilité probablement identique si la trompe contralatérale est normale. Donc ça ne va pas changer quoi que ce soit pour la fertilité. Et par contre, si la trompe enlevée était unique, il y aura la nécessité d'un recours à une fécondation in vitro, ultérieurement, s'il y a un désir d'une nouvelle grossesse. Donc, ça peut aussi nécessiter une conversion en laparotomie en cas de saignement incontrôlable ou de complications péropératoires en célioscopie. Et il peut y avoir aussi un risque de transfusion péropératoire ou post-opératoire en fonction des saignements. Et après, bien sûr, il y a les risques généraux de la célioscopie, les plaies d'organes, les plaies vasculaires, etc. Ça, c'est les risques habituels de la chirurgie abdominale. Alors, en cas de GU asymptomatique, il y a aussi une notion de traitement médical, et pas chirurgical. Donc ça va être chez les patientes qui déjà ne relèvent pas d'une indication chirurgicale formelle et les patientes asymptomatiques qui ont une GU qui est visible en échographie. Et donc là, on va pouvoir proposer un traitement par une injection de méthotrexate en l'absence de contre-indication. Donc déjà, il y aura des contre-indications liées à la patiente. Ça va être celles qui ont des difficultés de compréhension, des difficultés de surveillance liées à une mauvaise observance, à un éloignement géographique ou un isolement social notamment. Les femmes qui allaitent aussi, ça c'est une contre-indication. Les femmes qui refusent, où il y a le choix formel d'un traitement chirurgical. Et celles qui ont des antécédents de GU homolatérales qui ont déjà été traitées médicalement ou chirurgicalement, parce que là, il y aura un risque d'échec plus élevé.
Ça, c'est les contre-indications liées à la patiente. Et après, il y a des contre-indications liées à la GEU en elle-même. Donc là, ça va être une masse latéro-utérine qui est supérieure à 4 cm en échographie. Donc là, ça sera chirurgical. Et s'il y a une rupture tubaire ou un hémopéritoine important, pareil, là, ça va nécessiter une chirurgie. Et après, il y a tout le bilan biologique pré-méthotrexate qui va avoir un rôle. Donc si les bêta-HCG sont supérieurs à 10 000 unités, c'est une contre-indication. S'il y a une thrombopénie inférieure à 50 000, contre-indication. Leucopénie inférieure à 2 000, contre-indication. Anémie avec une hémoglobine inférieure à 9 grammes par décilitre, c'est une contre-indication. L'insuffisance rénale sévère avec la clairance inférieure à 30 ml par minute, contre-indiquée. Insuffisance hépatique, ça c'est pas bon. Trouble de la coagulation ou prise d'un traitement anticoagulant, eh bien c'est une contre-indication aussi, parce que l'injection de méthotrexate ça fait en voie intramusculaire et ça c'est contre-indiqué en cas de trouble de la coagulation. Voilà. Et après, la patiente elle doit être informée des effets secondaires possibles du traitement médical, surtout au niveau rénal, hépatique, cutané et respiratoire, et de la nécessité également de reconsulter en urgence en cas de douleur abdominale importante ou de malaise, et qu'il y a un risque d'échec de 25% environ. Donc un quart de risque d'échec dans le cadre du méthotrexate, avec un possible recours à une deuxième injection ou directement à la méthode chirurgicale, avec, s'il y a une rupture tubaire qui justifie une chirurgie en urgence, ça c'est possible aussi. Voilà. Et après, il y aura une surveillance après le traitement, donc ça c'est obligatoire jusqu'à la négativation du taux de bêta-HCG, pour voir la tolérance du traitement par méthotrexate, voir un petit peu aussi l'efficacité, donc la décroissance des bêta-HCG, avec un taux à J7 qui est strictement inférieur à J0 ou strictement inférieur à 85% du taux de bêta-HCG à J4, si celui-ci est disponible. Donc il faut que ça revienne inférieur, généralement pour synthétiser, les bêta-HCG à J7 doivent être inférieurs à celui de J0. Et il n'y a pas de délai à respecter avant de tenter une nouvelle conception. Parce que la demi-vie d'élimination plasmatique, elle est de 3 à 4 heures, donc c'est très court. Voilà pour le traitement médicamenteux de la GEU. Et donc maintenant, on va finir cet item par ceci, c'est les mesures associées à la prise en charge. Donc là, ça va être la prévention de l'alloimmunisation anti-D et la prévention secondaire en cas de déjà survenue d'une GEU. Donc la prévention de l'alloimmunisation anti-D est obligatoire chez les patientes de résus négatif. Voilà pour ceci. Il y a une supplémentation martiale qui va être effectuée ou une transfusion en cas d'anémie. Et en prévention secondaire, il y aura un arrêt du tabac pour éviter tous les risques liés au tabac, bien sûr. On a vu que c'est un facteur de risque. Il y aura le dépistage et le traitement des IST chez la patiente et également son partenaire, si on a des séquelles d'infection génitale haute à la cœlioscopie. En prévention secondaire, il y aura aussi du soutien psychologique, voilà, parce que ce n'est pas vécu de la même façon par toutes les patientes. Et il faut savoir qu'il y a un risque de récidive de 20% environ, quel que soit le traitement. Et donc là, il faudra faire une échographie précoce de localisation lors de la prochaine grossesse. Voilà, qu'il y ait eu un traitement médical ou chirurgical, il y a quand même un risque de récidive de 20% lors d'une prochaine grossesse. Et donc, il faudra faire une échographie précocement pour localiser la grossesse. Voilà, c'est la fin de ce chapitre sur les GEU. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour le nouvel épisode qui portera sur, je sais pas sur quoi encore, on verra. Et puis passez une bonne journée, révisez bien, profitez bien des derniers jours de beau temps si vous êtes encore
dans les beaux jours de novembre avant l'hiver. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao!